Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode du podcast de la posturologie. Et pour cet épisode, je reçois le plus jeune de tous les posturologues de tous les temps, le Doogie Howser de la posturologie. Je ne sais pas s'il connaît même la référence tellement qu'il est jeune. J'ai nommé Antoine Massicotte. Est-ce que tu sais c'est qui Doogie Howser? Alors, c'est ce que je me disais, parce qu'en fait, c'est ça qui vient avec le fait que tu es le plus jeune de tous les posturologues de tous les temps. C'est que par le fait même, ben, tu sais pas c'est qui Dougie Hauser, mais je vais te l'expliquer parce que tu vas capoter. Il y a eu une télésérie à l'époque où c'était un génie, un gars qui était finalement tellement intelligent qu'il avait fait sa médecine. Écoute, il devait avoir 16 ans puis il était médecin. C'est avec là, tu vois, il se promène dans l'hôpital, puis il fait des diagnostics, puis tu sais, dans le fond, c'est un kid, je sais même pas s'il a 16 ans, puis il est médecin, il a réussi son diplôme, mais vraiment, tu sais, en sautant, là, je sais pas combien d'années. Puis moi, quand je t'ai rencontré la première fois, j'ai vraiment eu cette impression-là, j'ai fait OK, mais ça se peut pas qu'ils connaissent toutes ces affaires-là. Donc là, une de deux choses, je me suis dit OK, ou lui, c'est un génie, ou moi, je dors au gaz depuis des années, ou c'est peut-être un petit mélange des deux qui s'est produit. Donc, avant que j'aille plus loin, Antoine, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui écoutent le podcast? Oui, 100%. Donc, comme tu l'as mentionné, j'avais 16 ans quand je t'ai rencontré, pour de vrai. Fait que j'ai commencé mon parcours. J'ai tout le temps été passionné par l'entraînement, pour vrai, par la santé. Puis ça a commencé vraiment à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à m'entraîner pour tout ça. Et j'ai commencé à faire des formations, bon, coach export dans le temps, et ainsi de suite. Jusqu'à temps que je fasse une des conférences que tu avais données dans le temps. Tu avais fait un débat avec Denis Pénaud, exactement. Ben, certain, j'étais là. Puis c'est ça qui m'a fait allumer comme j'étais. Là tu avais expliqué des affaires, je comprenais à moitié rien. Puis j'étais comme, wow, ça, il faut que j'apprenne absolument ça. Puis c'est là que je me suis intéressé à Posturo. Puis dans le temps, je me faisais coacher par Francis, qui était mon coach à l'époque à Sorel. Puis il a fait le cours de Posturo. Finalement, j'avais commencé avec lui, tu sais, j'avais fait un an avec lui parce qu'avant, j'avais des extrêmes douleurs au dos. J'étais comme, fallait que je me roule la tête tellement que j'avais mal au dos. Puis j'étais tout le temps senti inflammatoire, j'étais plus capable, là, tu sais. Puis à Posturo, j'ai commencé ça a vraiment aidé. Puis ça m'a introduit. Puis j'ai commencé l'ostéopathie ensuite. Fait que j'ai un peu essayé de suivre ton chemin au final. Tu sais. Était ton mentor, tu sais, au départ là-dessus. Ostéopathie. Après ça, je voulais faire posturo. Évidemment, l'argent me manquait. J'étais au secondaire, j'étais au dépanneur dans le temps à 9$ de l'heure. Fait que j'ai lâché l'ostéopathie pour faire mon cours en posturo. Puis après ça, j'ai fait justement IFNR aux États-Unis là, en ligne là-dessus. Puis ça, j'ai fait les cours d'Institut IP. Alors, j'ai fait un paquet de cours comme côté plus entraînement, nutrition, hypertrophie, là, étant donné mon rôle chez Quantum Training. Fait que c'est un peu mon parcours au travers du temps. Puis évidemment, je suis genre mon livre que je mets sur ma table de chevet, c'est un livre de biologie, physiologie. Genre que je lis ça en me levant le matin. Puis c'est ça. Fait que je suis vraiment passionné pour réduire de tout ce qui a trait au corps humain, comment on peut l'optimiser et comment qu'on arrive aussi à atteindre des objectifs finalement, que ce soit pour nos clients. Mais c'est ça, mais alors là, t'as quel âge? Là, j'ai 25. Oh my God, t'es encore jeune! Ça fait que dans le fond, ça fait comme 10 ans. T'as 10 ans de métier à 25 ans. Exact. Exact. Puis, tu sais, j'ai commencé très jeune. Bon, tu sais, j'ai commencé en énergie cardio à l'âge de 18 ans environ. J'ai fait mon cours de posturo à 17 ans. Les gens pensent que je dis n'importe quoi dans l'introduction quand je dis que tu es le plus jeune posturologue de tous les temps, mais c'est pas des farces, là. Tu es vraiment sûrement celui qui s'est formé. Tu n'avais même pas encore 18 ans. Donc, parce que je sais que tu es allé te faire former en France, ce qui est déjà assez particulier parce que, bon, veux pas, il y a des gens au Québec, puis c'est normal, ils vont se faire former au Québec. Mais toi, venant du Québec, tu es allé directement voir le docteur Bricot en France. Tu n'étais même pas majeur. Ils t'ont pas demandé ton âge. Il n'y avait pas de limite d'âge pour t'inscrire. Pour vrai, j'ai menti. Ah! C'est comme pour l'armée. C'est ça. C'est incroyable. Puis, bref, il y avait toute une histoire là-dedans que je ne sais pas si je dois Ah raconter. oui, absolument, oui, Ah ouais, on veut le savoir, oui, parfait, oui. ok. OK, donc tu as menti sur ton âge pour aller Ouais, faire j'ai ton cours de menti sur posturo. mon. Parce qu'il fallait être français pour avoir le cours, OK. pour aller faire le cours en France. Fait que j'avais emprunté une adresse d'un ami d'un ami qui habitait à Monaco. Puis, fait que là, j'avais mis cette adresse-là. Puis là, les gens dans la salle, dans la formation, me demandaient, puis c'est comment Monaco si je n'étais jamais allé? C'est comme, j'étais juste,
Ah, c'est bien, tu sais. Fait que là, j'étais le jeune de 17 ans qui habitait à Monaco, qui allait faire le cours de posturo, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment drôle. Fait que c'était un peu l'histoire qui est en arrière de ça. Fait que j'étais allé 2 fois à Marseille voir le docteur Birko. Évidemment, on m'avait dit, il faut absolument que tu le rencontres. Fait que moi, j'ai dit, ben, il faut absolument que je le rencontre. Puis ça a été toute une aventure parce que dans ce temps-là, j'étais cassé. J'avais pas une scène 2 jours avant d'aller en Europe. J'avais plus rien pour manger, pour vrai. Fait qu'il a fallu que je me débrouille pour trouver comme de l'argent pour manger là-bas. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai perdu mes bagages. Donc c'était toute une histoire en arrière de ça. Puis c'était assez drôle. Aujourd'hui, ça m'a fait des, des bons souvenirs pour vrai, là. Hey, on se connaît depuis 150 ans. J'ai jamais su cette histoire-là. Il fallait enregistrer un podcast ensemble. Incroyable. Ça nous prendrait un verre de vin là. Pour vrai, hein? Comme vraiment, là. Ouais. C'est le genre de discussion qui peut juste. De Monaco en plus. Donc, de tous les endroits au monde, tu t'es dit, moi, j'habite à Monaco, mais j'ai pas d'argent pour manger. Exact. Exact. Fait que là, je passais la semaine avec le même kit de linge que je lavais, genre, à chaque jour, dans mon petit Airbnb, j'avais loué un peu piteux à Marseille, ouais. Puis Marseille, en plus, tu sais, comme on s'entend, c'est peut-être que c'était sécuritaire à l'époque, mais puis ça, c'était avant les Marseillais. Donc, mais tu sais, moi, ce que j'entends de Marseille, c'est que c'est pas l'endroit le plus sécuritaire de toute la France au complet. C'était comment à l'époque quand tu as fait ton cours dans un Airbnb piteux? Tu te sentais-tu en sécurité au moins? Pour vrai, oui. OK. Parce que j'étais quand même assez central, il y avait du monde, tout ça. Fait que j'ai pas senti que j'étais en danger nécessairement. Ouais. Puis j'avais pas de valise non plus. Fait que. T'avais pas de valise. Le bon côté d'avoir perdu tes valises, tu peux pas te faire piquer tes valises. Il faisait juste comme 18, j'étais en t-shirt, tout le monde était en manteau d'hiver. C'est ce que je me demandais, je te sortais un peu du lot. Mais Ouais, sinon, ouais, ouais. sinon c'était bien. Puis de toute façon, j'étais au cours toute la journée. Puis le soir, j'étais tellement passionné de ça, je capotais ma vie. Fait que j'étudiais le livre pour Ouais. le lendemain. Puis bon, bref, Carrément. vous voyez le genre, là. Fait que un peu nerd sur les bords. À 17 ans, écoute, j'essaie juste de me mettre dans tes souliers, puis honnêtement, j'y arrive pas parce que ben, c'est juste comme, je pense que j'aurais pas eu le, le courage de faire ce que tu as fait. Mais tu sais, je me dis, à 17 ans, tu fais ton cours de posturologie avec Dr. Bricot. Tu sais, au-delà du fait qu'on est tous fascinés par tu sais, le personnage, puis moi, mon premier cours en posturo, j'ai rien compris. Toi, à 17 ans, tu arrives là. Comment tu as vécu ça au niveau là, tu sais, de l'acquisition de connaissances? Ben, pour vrai, ça a été pas si mal parce que justement, j'étais suivi. J'avais déjà fait le parcours en Ah, c'est posturo ça, tu avant. avais été client Puis pendant un an, là. Francis, il commençait le cours sur le posturo, fait qu'il m'expliquait les affaires, tu sais, puis j'étais curieux, fait que je voulais savoir. Fait qu'il m'a vraiment comme, tu sais, il m'a donné des documents pour que je lise. Fait que j'étais déjà au courant de certains patterns, tu sais. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut retrouver au terme des morphotypes, etc. Fait que j'étais déjà au courant de certaines choses. Fait que l'apprentissage, c'est beaucoup mieux fait aussi. Puis, tu sais, pour vrai, j'arrive tout le temps à préparer à quelque part. Fait que c'était pas comme une surprise. Je connais absolument rien. J'avais fait une conférence avec toi aussi. Fait que je savais où je m'enlignais dans l'apprentissage. Après ça, mais j'ai trouvé ça tellement fou, là, tu sais, ça. Puis c'est vrai que je me rappelle l'événement, qui était organisé, c'était dans le coin de Sherbrooke, hein, si je me trompe pas. Je pense que c'était Boucherville. C'était Boucherville, Ouais. oui. Pour moi, tout ce qui est de l'autre bord du pont, c'est Brossard. c'est Brossard. C'est comme tout est Brossard dès qu'on prend le pont Champlain, surtout le nouveau, là. On a moins peur de tomber, hein. Pour vrai, L'ancien, c'était ouais, j'étais pas trop en confiance. Déjà que j'aime pas les ponts. Mais là, vraiment, c'est ça. Oui, je me rappelle Boucherville. Et comme de fait, on parlait des réflexes primitifs. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, Gab, Mick, puis moi, ça faisait quand même pas mal d'années qu'on travaillait avec ces techniques-là. OK, mais tu vois, je savais pas que c'était la première fois que tu me rencontrais. Alors, toi, tu as combiné finalement rapidement, de par tes intérêts, tes passions, la posturologie avec l'entraînement, évidemment, plus récemment dans le rôle que tu avais comme entraîneur chez Quantum, l'hypertrophie. Parle-moi de ce parcours-là, là, tu sais, à savoir, ben, veux pas, qu'est-ce que tu as vu comme. C'est quoi l'avantage de la posturologie dans les suivis que tu as fait au cours de ta carrière jusqu'à maintenant avec tes clients? ouais, ben, il y en a plusieurs avantages, c'est-à-dire que, tu sais, on va pouvoir en parler pendant des heures pour de vrai là-dessus. Mais l'idée, c'est tout le temps été comment que je peux optimiser. Tu sais, la posturo, en gros, c'est de rendre quelqu'un plus symétrique pour qu'il soit plus efficace, puis qu'il combatte mieux la gravité, il bouge mieux. Puis on peut résumer ça, mettons, en 3 mots comme ça. Mais est-ce qu'on peut faire ça chez tout le monde pour que quand on arrive à s'entraîner, on soit déjà plus efficace? Tant qu'à faire 1 heure d'entraînement, est-ce qu'on peut l'optimiser pour que ce soit plus efficace? Moi, c'est ça que je me dis. Parce que si on peut le rendre encore plus efficace, que je veux m'entraîner côté physique pour être symétrique, je veux pas avoir de débalancement musculaire, je veux avoir un beau physique. Fait que si je veux avoir un beau physique, on peut
immédiatement voir la différence d'un beau physique versus un moins beau physique, simplement avec la posture. Prends quelqu'un qui est le plus shapé du monde, mais il a les épaules par en dedans, tout d'un coup, il n'y a plus de shape. OK. Mais s'il se tient droit, inconsciemment, parce qu'il a fait la posturo, déjà, il peut mettre sa shape de plus en avantage. Fait que déjà, esthétiquement, visuellement, il y a un avantage à tout coup. Puis après ça, c'est quand on arrive à l'entraînement, bien évidemment, il y a toutes sortes de choses qui vont jouer en termes d'efficacité de la contraction musculaire, de la réduction de la fatigue, qui va nous permettre d'optimiser nos résultats au fil du temps et ne pas prendre de plateau aussi, parce que c'est un peu le nerf de la guerre l'entraînement, c'est de comment on fait pour défaire un plateau. Et ça vient tout le temps en termes de fatigue et la posture va jouer à 100% sur ce mécanisme-là, finalement. Il y a toute la question de moi, ce que je vois dans l'industrie depuis plusieurs années, c'est que la plupart des coachs se cassent la tête pour bâtir le meilleur programme puis la meilleure périodisation. Puis ce qui est tout à fait nécessaire quand on regarde le fait qu'un client veut s'investir peut-être pour 1 an, peut-être pour 2 ans, puis à la limite, si tout va bien, vraiment pour le restant de ses jours. Tu sais, peut-être que ses motivations puis ses objectifs vont changer, mais le fait de bouger puis de s'entraîner, on s'entend, c'est souhaitable pour tout le monde, puis on n'est pas fait pour pas bouger. Ce que je trouve intéressant puis qui est moins discuté, c'est à quel point que la posturologie, oui, tu vas performer mieux dans le gym, mais tabarnouche, tu récupères vraiment plus vite entre tes entraînements. Ça, je trouve que c'est le bout moins sexy, mais qui est tellement intéressant. Tu sais, tu fais 2 jours d'entraînement de jambes par semaine, par exemple. Mais il n'y a rien comme de retourner faire ton 2e jour de jambes puis sentir que tes jambes sont fraîches puis que tu es capable de vraiment taper dedans versus te dire, ben, tu sais, je suis tellement encore raqué de ma journée de squat lundi que là, j'arrive à mon entraînement de chaîne postérieure jeudi. Puis, tu sais, comme, c'était peut-être un jour quad dominant, mais j'ai quand même le cul en feu. Puis là, je suis supposé faire des rack pulls. Puis je me dis, comment je vais faire? Tu sais, donc, ouais, c'est ça, la récupération. J'imagine que tu as vu ça aussi au cours des années là, avec les gens que tu as entrepris. Exact. Mais tu sais, on peut vraiment penser que la posturo s'améliore le côté pendant l'entraînement et après l'entraînement. C'est-à-dire qu'avant ou ben, enfin, durant l'entraînement, il y a des mécanismes. Quand on essaie de travailler l'hypertrophie, ben, on cherche tout le temps la meilleure technique, on cherche la meilleure façon de s'entraîner, on cherche le meilleur supplément, mais on pense pratiquement jamais à ce qui nous limite. Puis la façon que je programme puis que je programme présentement, c'est, bon, on commence avec l'objectif du client, perte de poids, prise de masse. Puis après ça, c'est le deuxième critère le plus important, c'est ses limitations. Fait que, bon, on peut penser aux blessures, taux digestif, le sommeil, etc. Mais une de ces limitations aussi, ça peut être tout simplement la façon qu'il bouge, la façon qu'il se positionne dans l'espace. Et ça va être un facteur très limitant parce que il y a un autre facteur limitant qui s'appelle la fatigue du système nerveux central et périphérique. Et c'est là-dessus que la posturo va avoir le plus grand impact, selon moi, en termes d'hypertrophie durant l'entraînement. La façon que ça se passe, c'est que si on prend du côté du système nerveux central, OK, quand on s'entraîne, le but, c'est de limiter la fatigue à ce niveau-là parce que ça va nous empêcher de recruter des fibres musculaires. Quand on essaie de chercher l'hypertrophie, il y a deux facteurs plus importants qu'on va regarder, c'est le recrutement du système motrice, fait que le nombre de fibres musculaires qu'on va recruter finalement. Et il va y avoir la tension musculaire sur une fibre en particulier. Donc, on peut créer de la tension sur une fibre ou en recrutant plus de motrice sur plusieurs fibres. Et c'est qu'est-ce qu'on veut pour prendre la masse musculaire. Là où je vais en venir avec le posturo, c'est que, bon, posturo, quand on contracte notre muscle, ça crée un effort. Il faut créer un effort volontaire pour contracter notre muscle. Puis plus notre effort est élevé, plus on va recruter de la fibre musculaire. Et donc, plus on va avoir de bénéfices, donc plus on va pouvoir prendre la masse musculaire ensuite. Donc, si on a moins de perception d'effort qui est élevée, donc moins on a de fatigue sur le nerveux central, plus on va être capable de produire un effort important, plus il va y avoir de recrutement d'unité motrice, donc plus on va avoir de fibres musculaires recrutées, plus hypertrophie ensuite. Okay? Puis, qu'est-ce qui impacte notre perception d'effort? Ben, c'est simplement le fait, par exemple, d'un sentiment désagréable. On regarde notre programme, on a 5 séries de squats de 10 répétitions à faire. Juste le fait de penser qu'on va faire notre squat, c'est désagréable. OK, ça peut être une sensation désagréable, genre on se casse le pied, on s'échappe une plaie sur le pied, c'est désagréable. On est essoufflé, on fait un drop set, notre biceps brûle, c'est une sensation désagréable, ça va réduire notre effort. Mais aussi, juste le fait de se tenir debout, quand on sait depuis, je ne sais pas, 50 ans maintenant, augmente notre effort. Ça augmente la pression sanguine. Donc, ça veut dire qu'il y a une activation du système sympathique et ça augmente la fatigue au système nerveux central. Donc, simplement, le fait de lever le bras au-dessus de la tête, ça fait une diminution de
la diffusion sanguine et donc le corps augmente son recrutement motrice par l'activation du système nerveux sympathique. Donc, la posturo, si tu tiens plus droit, bien évidemment, ça te prend moins d'énergie à te tenir debout et à ce moment-là, ça diminue la perception de fatigue et donc ça peut nous aider à recruter plus d'unités motrices, donc d'avoir plus de résultats et de mettre des plus grands efforts finalement. Donc, c'est bon en termes de performance, mais aussi c'est bon aussi en termes d'hypertrophie. Oui, parce que dans le fond, l'hypertrophie, elle se fait évidemment pas pendant que tu t'entraînes, si c'est encore les mêmes règles de l'époque en physiologie. Hein, c'est au niveau de la récupération que tout se fait au niveau de l'hypertrophie. Là. Exact. Mais il faudrait un bon stimuli, puis après ça, il faut que tu récupères de ça. Fait que durant l'entraînement, la question qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter le stimuli au maximum. Puis après l'entraînement, c'est de permettre la meilleure récupération. Fait que comme je l'ai mentionné, pendant l'entraînement, le but de la posturo, c'est de réduire la perception d'effort, donc réduire les sensations désagréables et de réduire aussi, de potentialiser finalement le recrutement des fibres musculaires de par les actions de la réduction de la perception d'effort. OK? Et ensuite de ça, post-workout, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est évidemment, si on se tient plus droit, il y a une diminution du système nerveux sympathique, donc plus de parasympathique. Et donc à ce moment-là, ça nous met dans un mode plus de récupération. Donc ça pourrait aider à diminuer le stress général qui est sur l'organisme et à ce moment-là, de potentialiser la récupération à ce niveau-là. Donc, c'est un des mécanismes aussi qu'il y a post-workout qui pourrait nous aider vraiment côté récupération, l'optimisation de performance et de l'hypertrophie, complètement. Est-ce qu'au niveau de la perte de gras, tu as vu des changements plus particuliers ou est-ce que tu as pu faire un lien, par exemple, entre ceux qui avaient de la difficulté à perdre du tissu adipeux, puis à quel point est-ce que peut-être ils avaient un déséquilibre postural par rapport à d'autres ou c'était peut-être plus facile? Parce qu'on sait que justement, si tenir debout avec des déséquilibres musculaires, ça fait augmenter les dépenses d'énergie. Ça peut être en lien avec un taux de cortisol un peu plus élevé. Et ça, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était pas extraordinaire pour la perte de gras. Tu sais, à avoir préparé pas mal de monde pour des compétitions dans les dernières années, qu'est-ce que tu as pu remarquer à ce niveau-là? Oui, c'est une bonne question. Personnellement, ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est que c'est difficile de quantifier vraiment, OK, taux de cortisol élevé parce que je ne peux pas vraiment le tester en soi. Qu'est-ce que je peux regarder, par exemple, c'est au niveau du mode de vie de la personne. Est-ce qu'elle semble plus stressée? Donc, sa perception à elle vis-à-vis sa condition et son mode de vie. Ce que j'ai remarqué avec le posturo, c'est que les personnes qui sont suivies en posturo au niveau de la perte de gras, c'est surtout au niveau l'adhérence qu'ils vont avoir au plan parce que c'est plus facile pour eux autres de faire quoi que ce soit. OK. Fait que c'est juste moins difficile de bouger, ils sont moins léthargiques. Tu sais, quand c'est difficile de te lever parce que tu as une douleur, c'est difficile de te lever parce que tu es un peu plus croche qu'un autre et de toute façon, il faut que tu combattes la gravité. Donc, tu dois faire plus d'efforts pour te lever debout. Ça paraît pas, mais ça pèse sur nos épaules quand même au bout de la journée. Et donc, je veux pas, il y a une augmentation du stress du cortisol à long terme qui est étudié juste parce que ça augmente la pression sanguine, mais aussi sur le fait que la personne elle va être beaucoup plus enclin à être adhérente parce que c'est plus facile pour elle de faire quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment des aspects cognitifs qu'on peut, avec personnes neuro qu'on parle, au niveau de la motivation, au niveau de l'adhérence. Moi, c'est le plus gros effet que j'ai vu. Puis l'autre chose, c'est évidemment, quand on parle de perte de poids, on veut maintenir le NEAT le plus élevé, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, toutes les activités involontaires qu'on fait dans la journée, donc se tenir debout, par exemple, marcher, etc. Donc, si la personne trouve ça plus difficile dans un contexte de perte de poids parce qu'elle mange moins, donc elle a moins d'énergie available, finalement, fait qu'accessible, Ouais. elle sent plus léthargique, elle est moins performante en entraînement. Donc, si on rajoute la posturo là-dedans, que ça peut mettre faire, c'est bon, elle a peut-être plus d'énergie pour bouger. Donc, peut-être qu'elle va être moins léthargique, donc elle va dépenser plus d'énergie à faire ses steps, faire ses activités tous les jours involontairement. Tout ça, c'est involontaire. Mais ça équivaut à peu près pour 15 à 25 de la dépense énergétique totale dans une journée. Quand même, Donc, c'est c'est beaucoup. excessivement important dans la perte de poids. Puis c'est qu'est-ce qu'on voit, c'est pour ça que les gens aussi, souvent, vont avoir des plateaux au niveau de la perte de poids, c'est qu'ils baissent les calories. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont plus léthargiques, ils diminuent leur activité physique dans la journée, et ainsi de suite. Donc, il faut baisser de plus en plus les calories. Et là, ça, c'est un cercle vicieux qui finit plus, tu sais. Donc, la personne a de moins en moins d'énergie, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est juste se débarrasser de ça. Et une des options qu'on a, qu'on peut mettre en place, qui est super facile, c'est la posturo pour diminuer le stress et d'augmenter justement la performance, puis l'accessibilité finalement à bouger, que ce soit plus facile pour la personne. Tu sais. Puis, pour vrai, en pratique, on voit une énorme différence sur l'adhérence sur les personnes qui font de la posturo versus ceux qui font pas de la posturo, quand ça devient difficile. On augmente notre seuil de tolérance, c'est ça qu'on fait en posturo. Tu sais. On regarde de tolérer plus. C'est intéressant parce que, tu sais, on est
inondé dans les dernières années d'un discours qui porte sur le mindset, puis justement, tu sais, la pensée positive. Puis, sincèrement, je pense que ça a sa place parce que toi puis moi, on le sait, le cerveau, il est câblé pour être capable de cerner qu'est-ce qui pourrait être dangereux. Tu sais, c'est comme ça qu'on est encore en vie. Ça fait que, tu sais, c'est correct tout ça. Puis, je comprends qu'il y a un entraînement à bien voir les choses parce que par défaut, on n'est pas fait pour ça. Mais évidemment, ça limite d'être capable de se dire, OK, ben, tu sais, moi, je veux voir la vie en rose, je veux voir la vie en rose, mais justement, tu sais, je suis en déficit calorique, j'ai, je sais pas, moi, 14 entraînements à faire cette semaine parce que j'ai une compé dans 3 semaines. Et à la limite, je suis un peu nerveux, je sais pas si je vais me rendre, puis je sais pas si je vais être assez cote. Ça fait que c'est là où peut-être que d'activer les mécanismes internes, par exemple, comme tu le dis, de la motivation par le biais de la posturologie, ça peut être intéressant parce que même si tu veux penser positif, peut-être que ton corps est plus capable parce que même dans le fond, tu sais, il est juste en train de se dire, OK, je vais-tu juste même survivre pour tous ceux qui ont fait des compétitions, on le sait, à un moment donné, tu te rends à un point où, tu sais, même, évidemment que tu es motivé parce que tu ne serais pas en train de le faire, mais il arrive un moment donné où ton corps commence moi, je me rappelle, écoute, des fois, je me mettais en pleine journée à être étourdi, mais tu sais, comme là, la pièce commence à spinner, puis tu te dis, OK, je suis motivé, mais je pense que je vais m'effondre. C'est là où tu te dis, au-delà du mindset puis de la pensée positive, si ton corps est capable de juste mieux fonctionner, ben peut-être que tu t'effondres pas, puis peut-être que tu es capable de faire ton entraînement ou ton cardio d'après-midi, puis peut-être qu'après une bonne nuit de sommeil, tu te lèves le lendemain, puis tu fais comme, ah ben finalement, je suis capable de continuer. Tu sais, c'est. Exact. Puis, pour vrai, ça fait tellement de différence. Puis, moi, je l'ai vécu sur moi-même, mais je le vois en pratique aussi. Le niveau de tolérance qu'on a quand on est aligné, c'est un game changer. Puis, qu'est-ce qui est difficile à voir, par exemple, c'est le changement, parce que c'est pas comme, OK, je commence la posture, puis je vois un changement immédiat dans 2 jours. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus graduellement, exponentiellement. Mais pour vrai, ça fait tellement une grosse différence en termes de tolérance, qu'est-ce qu'on va tolérer. Puis, tu sais, on parlait de l'entraînement, de la musculation tantôt, de l'hypertrophie, mais que ce soit l'hypertrophie, la perte de poids, la performance athlétique, ça revient tout au même dans le sens qu'on tolère plus. Donc, tu sais, il y a gros dans de la guerre. Est-ce qu'on fait plus de volume? Est-ce qu'on fait moins de volume en entraînement? Puis c'est une question qui me fait tout le temps rire parce que finalement, il n'y a pas de Il n'y réponse. en a pas de réponse. Merde, je pensais que tu allais me donner la réponse. Mais qu'est-ce que je peux te dire, par exemple, c'est Je que. dors pas, moi, cette question-là. À tous les soirs, je me dis, je devrais-tu faire un set de plus? Mais là, si je fais un set de plus, est-ce que je mets moins de poids? À tous les soirs, je fais de l'insomnie avec ça. Tu me dis que tu n'as pas la réponse? J'ai pas de réponse. C'est ce qu'on va te Ah! donner. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que, bon, les gens veulent faire plus de volume parce qu'on veut en faire plus. On se dit que ça va donner plus de résultats. Mais la réalité, c'est que tu es capable de le tolérer. Tu sais. Et là où que la posture peut venir aider, c'est, OK, peut-être que si je suis aligné, peut-être que je suis capable de recruter plus d'unités motrices, peut-être que je suis capable de mieux performer, de mieux récupérer. Peut-être que je vais être capable, justement, de augmenter mon volume et justement que ce soit bénéfique pour moi ou de la ligne. Parce qu'on sait que trop de volume, ça va t'empêcher de récupérer, ça va t'empêcher de produire un effort parce que, bon, tu vas avoir une fatigue du système nerveux central qui va t'empêcher de recruter de la fibre musculaire. Mais cependant, si tu es aligné, tu as moins de stress, tu récupères mieux, ben peut-être que tu vas être capable de faire un peu plus, qui va t'amener un peu plus de résultats. Tu sais. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il faut aller avec ta posture, dans le sens que c'est ça qui va donner de plus de résultats. Non seulement après l'entraînement, mais pendant l'entraînement, qui va avoir des bénéfices. Y a-tu, d'après toi, une explication physiologique à savoir, quand je regarde mon processus avec la posturologie, à partir du moment où on a été capable de corriger chez moi une jambe courte de 5 millimètres. J'avais des lombalgies chroniques, une sciatalgie, tu sais, dès que je bougeais un peu de travers, tout était du côté gauche, comme beaucoup de monde. Tu sais, c'est souvent, moi, tous mes problèmes sont du côté droit ou du côté gauche. Et à partir de ce moment-là, au niveau de l'entraînement, bien évidemment, je fonctionnais mieux, mais j'ai eu de plus en plus le goût du lourd. Ce qui fait que moi, j'ai toujours été un fan fini de bodybuilding. Mais tu sais, vraiment, tellement que quand j'étais à Gold's Gym en Californie, on donnait un cours de posturo à l'époque. Puis écoute, évidemment, tu sais, je veux dire, j'étais à Los Angeles, comme, il faut que j'aille au moins une fois de Gold's Gym. Puis on n'avait pas le droit de prendre des photos. Puis je suis vraiment du genre à respecter les règles. Mais là, je suis comme, si je prends une photo pareille, Toi là. aussi, tu as été alors la loi, là. Ah oui, oui, mais écoute, c'est la seule fois peut-être, non, c'est pas vrai, mais honnêtement, où j'ai dit, non, non, mais là, en plus, tu sais, à la limite, tu sais, je veux dire, ça se peut que je me fasse mettre dehors, puis, tu sais, c'est quand même assez clair au Gold Gym qu'ils veulent pas que tu prennes de photos. Puis je suis comme, OK, mais c'est clair, j'en prends une. Tu sais, fan fini de bodybuilding. Puis,
c'est pas parce que je veux plus l'être, c'est que je résonne moins maintenant avec ça, puis plus avec le fait de lever plus lourd. Donc, je me suis, tu sais, comme développé un intérêt dans les dernières années plus pour le powerlifting. Je compétitionne pas, je suis pas très fort, mais tu sais, l'idée de m'entraîner plus comme en powerlifting, mais c'est juste depuis que j'ai l'impression que je suis capable de le faire parce que des charges plus lourdes à l'époque, euh, avec les déséquilibres posturaux que j'avais, tu sais, c'était même pas quelque chose qui existait. Non seulement j'avais pas le goût de ça, mais en fait, j'y pensais même pas. T'as-tu vu, toi, avec les gens que tu entreprends au niveau de l'entraînement, tu sais, justement, tu parlais, tu sais, de l'intensité versus le volume, des profils de personnalité quasiment changer ou se développer avec ça? Je peux pas dire que j'ai vu une personnalité changer, mais j'ai deux explications on pourrait penser que ça se produit. La première, c'est que justement, quand on est mieux aligné, qu'est-ce qui arrive, c'est que ben, c'est comme une personne qui s'entraîne depuis longtemps, qui est avancée. Là. Mettons, ça fait 20, 30 ans qu'elle s'entraîne sérieusement, puis tout ça, qu'elle est vraiment avancée. Qu'est-ce qui arrive, c'est que elle doit faire moins de volume. Pourquoi? Parce que pour progresser, tu vas aller chercher les unités motrices, ton bassin d'unités motrices, ton bassin de fibres musculaires qui n'était pas capable, pas hypertrophié encore. Et pour ça, il faut que tu mettes le 100% d'effort. Donc, si on t'aligne comme il faut, ben déjà, tu as le potentiel d'aller chercher ces unités motrices-là parce que d'un, tu es plus stable, puis on sait que la stabilité, c'est un des acquis pour recruter plus d'unités motrices. Et de deux, tu as le potentiel nerveux d'aller chercher ces motoneurones-là, ces unités motrices-là, Oui. pour aller chercher plus d'unités motrices. Fait qu'on sait que plus ton effort est élevé, plus c'est taxant. Donc, si, exemple, tu fais plus de répétitions, bien évidemment, tu es aligné à 100%. On pourrait penser que c'est plus taxant pour toi, donc c'est plus inconfortable. Fait que tu aurais une tendance à aller plus vers le powerlifting, justement parce que c'est moins demandant. OK? Fait que c'est peut-être une théorie. Après ça, l'autre théorie, c'est que, bien évidemment, euh, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais vu que c'est des Je te théories. suivais jusqu'à motoneurone puis unité C'est ça. motrice. Mais tu disais que finalement, c'est ça, c'était plus avec l'âge, j'allais être capable d'aller chercher. J'avais beaucoup d'unités qui avaient été recrutées déjà, puis beaucoup de muscles qui avaient déjà été hypertrophiés. Donc, ça prenait des charges plus lourdes finalement pour comme aller forcer une nouvelle adaptation, si je comprends. Exact. Mais c'est vraiment au niveau de l'effort volontaire qu'on peut émettre durant l'entraînement qui va nous permettre d'aller chercher cette unité motrice-là. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est on a certaines unités motrices et dans la vie de tous les jours, on utilise certaines qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Donc, le corps, il fonctionne vraiment comme la ville, finalement, c'est le plus bas soumissionnaire qui emporte. Fait qu'il faut que ça coûte le moins cher possible en termes d'énergie. OK? Donc, si je fais juste bouger mon bras comme ça, ben, mon corps va recruter, je vais dire des chiffres pour imaginer, exemple, 2 fibres musculaires sur 100. OK? Mais il va les utiliser à côté, il va les utiliser au maximum. OK? Si je commence à forcer plus, donc soit en augmentant ma vitesse de contraction ou en créant une résistance qui est plus élevée, donc quand on fait en entraînement, en musculation, on prend des charges pour que ça soit plus résistant. Donc, je dois augmenter mon effort pour continuer à bouger. Donc là, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va maximiser toutes les fibres musculaires qu'il peut aller recruter. Et donc là, s'il y en a 2 qui ne font pas la job pour bouger, ils vont en recruter 3, ils vont en recruter 4, 5, jusqu'à temps qu'ils recrutent les 100 au total. OK. Si on est fatigué, parce qu'on est essoufflé, parce qu'on est tout croche, parce qu'on s'est cogné les petits orteils en rentrant au gym, qu'est-ce qui arrive, c'est que aussitôt que notre effort va augmenter, notre corps va vouloir arrêter parce que c'est trop désagréable. Donc, on ne réussira pas à aller chercher la dernière unité motrice ou la 99e. On va arrêter à 98. Donc, si on arrête toujours à 98, au fil du temps, on va maximiser l'hypertrophie qu'on est capable de faire sur les 98 unités motrices, par exemple. OK. OK? Et 98 fibres musculaires, exemple, peu importe quel nom qu'on donne. Donc, les 2 qui restent, on ne pourra pas les hypertrophier parce qu'on a trop de fatigue du système nerveux central ou périphérique qui nous empêche d'aller hypertrophier ces fibres-là. Donc, c'est là que je vais en venir que si pour aller chercher cette hypertrophie-là, on doit minimiser la fatigue. Donc, d'être déjà plus aligné, de faire en sorte qu'on prend plus de temps de repos, fait que moins de volume. Et justement, on va être capable, à ce moment-là, d'aller chercher cette unité motrice-là. Parce que notre effort, on va être capable de le maximiser. C'est une question d'effort. OK. C'est tout le temps ça. Fait que si on est trop fatigué, on ne peut pas mettre à 100% d'effort. Et à ce moment-là, on va diminuer l'hypertrophie qu'on va pouvoir avoir. Ceci dit, pour répondre à ta question, pourquoi tu as une tendance à aller chercher plus des basses reps, ben, il y a ce phénomène-là qui pourrait exister dans le sens que pour progresser, la seule porte de sortie que tu avais, c'est d'aller chercher des charges lourdes. Parce que les charges lourdes, ça ne donne pas le choix
d'aller chercher plus de motrices. Je comprends. Parce que sinon, avec des charges légères, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller chercher plus d'échecs musculaires. L'échec musculaire, c'est quoi? Désagréable en termes d'effort. C'est plus long. Donc, plus long, plus désagréable. Notre effort diminue. Et donc, moins d'unité motrice recrutée, moins de fibres musculaires. Donc, la solution à long terme, si on veut continuer à progresser, c'est peut-être d'aller chercher des répétitions qui sont plus basses pour permettre justement de chercher ces fibres musculaires qu'on n'a pas touchées encore. Et ça pourrait te permettre de progresser aussi. Puis ce qui serait pas facile pour beaucoup, c'est que dans un système qui est déséquilibré avec l'âge, écoute, on le voit, là, j'ai 45 ans au moment où on enregistre le podcast. Puis, je veux dire, j'ai jamais été aussi clean dans mes squats, mes deadlifts. Tu sais, je pousse, puis c'est comme, tu sais, je sens l'échec des deux côtés de façon égale. Mais la plupart des gens, parce que ça fait des années qu'ils ont un déséquilibre, à 45 ans, ben justement, ben ils font du yoga ou du pilates parce qu'ils peuvent plus s'entraîner. Donc, imagine, tu sais, quand tu regardes ce que tu as besoin de faire pour avoir plus de performance avec la longévité, l'ironie, c'est que tu es de moins en moins capable de faire ça finalement si tu as un déséquilibre depuis toujours parce que ben, finalement, ton corps, juste de penser à faire un 3RM, t'es déjà cassé en deux. Tu n'as même pas mis la barre de squat sur tes épaules. Là. Exact. Puis c'était ça ma deuxième théorie, dans le sens que on fait que dans quoi qu'on est bon. On ne fait jamais rien dans quoi qu'on est mauvais. Puis à part certaines personnes qui sont vraiment persévérants, puis parce que c'est juste une étape pour arriver à ton objectif, que tu vas faire quelque chose que tu n'es pas bon. Mais en réalité, on va tout le temps aller vers quelque chose qui est plus facile pour nous, quelque chose qui est plus accessible. L'exemple typique, c'est à l'épicerie. Pourquoi ils mettent du pain et des céréales à bas prix en rentrant? Tu n'es même pas dans l'épicerie, puis ils veulent te vendre des céréales en spécial. C'est juste parce que c'est plus accessible. Mais l'être humain, on est fait comme ça. On va vers que c'est plus accessible, que c'est plus facile pour nous. Et si tu es tout cassé parce que tu as mal partout, c'est sûr, juste l'idée, comme tu dis, de faire 3 répétitions, 3 RM, ben, tu vas casser en deux puis tu vas avoir mal partout. Tu ne le feras jamais parce que tu n'es pas bon à le faire. Ouais. Mais si tu as l'opportunité de le faire, puis tu as l'opportunité d'être bon à le faire puis de voir une progression, tu vas sauter là-dedans à 100%. C'est une question d'accessibilité, puis d'avoir les compétences pour et de pouvoir le faire. Je pense que c'est l'autre théorie aussi qui est en arrière de ça. Puis qu'est-ce que je vois, c'est que j'ai vu en pratique aussi avec le posturo pour les gens qui ont des inconforts, c'est que ils ont moins d'inconfort avec le posturo, puis tout de suite, ils essaient de faire plus. Et là, ils se reblessent. Ah ouais, je peux. Ouais, puis à un moment donné, ils comprennent que finalement, c'est une question de tolérance. Puis qu'est-ce que je peux voir, c'est que finalement, on commence avec le posturo, quelqu'un qui n'est pas capable de faire un squat, puis on finit avec le posturo, puis quelqu'un qui est capable de faire 300 livres au squat, mais pour le même inconfort. Fait que c'est toute la progression qu'on fait qui est incroyable. Puis pour de vrai, c'est la seule technique qui existe, je pense, qu'il peut donner l'opportunité de faire une certaine progression de ce genre-là aussi, à long terme. Parce que si on fait juste de la musculation, si on fait des exercices, si ton mouvement est tout le temps pareil, si tu ne l'as pas corrigé parce que ton effort volontaire est tout le temps la même, finalement, on fait juste tourner en rond. Tu renforces un muscle qui fait bouger l'articulation pas correctement. Ouais. Toujours avec la même tonicité de base qui est altérée, puis à ce moment-là, ben tonique avant phasique, ce qui fait que le recrutement de tes muscles phasiques est moins efficace. Un des avantages pour les gens qui écoutent le podcast, puis ils n'ont peut-être pas pensé, mais de s'entraîner avec des répétitions qui sont plus basses, puis des repos qui sont plus longs, c'est le fait qu'entre les sets, on est capable d'aller sur Twitter puis regarder ce qui se passe dans le monde de la politique. Je veux dire, je sais pas, je sais que pour certains, ça n'a aucune importance, mais tu sais, je suis tellement occupé qu'à un moment donné, si je veux savoir ce qui se passe au Canada, aux États-Unis ou à Montréal, ben c'est vraiment dans mes repos de 3 à 4 minutes que j'ai pas le choix de prendre. C'est ça qui est écrit sur ma feuille. Donc, tu sais, je vais voir un peu qu'est-ce que Elon Musk a dit, qu'est-ce que Valérie Plante a dit, puis après ça, je suis capable de retourner faire mon set. Mais tu sais, à la fin de mon entraînement, j'ai accompli 2 choses. Là. Je sais tout ce qui se passe dans le monde, puis je suis un peu plus fort. Puis tu vas être encore plus motivé parce que tu as accompli 2 choses. Ta meilleure retour sur investissement. Moi, je pense que c'est. Après ça, tu sais, les gens, il y en a qui n'aiment pas le powerlifting, c'est correct. Bon, mais je me dis, tu sais, il y a vraiment un avantage considérable. Je pense qu'il faudrait que les gens, tu sais, s'ils pensent faire de la posturologie pour être capable de lever plus lourd, ben, entre autres, il faut qu'ils considèrent qu'ils vont peut-être être plus informés aussi en même temps. Exact. C'est un bon argument. Une question que j'ai pour toi comme entraîneur qui travaille entre autres en biomécanique, parce que je sais que tu es très bien formé avec tout ce qui est biomécanique. Je sais que tu l'as enseigné évidemment aussi. Alors, tu sais, il y a toute la question.
jusqu'où on peut aller, par exemple, avec des altérations de levier et évidemment avec la posturo pour essayer d'avoir le moins possible à justement modifier le planning qu'on avait en tête. Donne-moi l'idée pour les gens qui écoutent le podcast, les entraîneurs, de t'entreprends un tout croche mort moteur, par exemple, tu sais, le cas classique, puis tu as accès à la posturologie puis la modification de paramètres pour quand même garder l'entraînement le fun. Je te donne le cas clinique, je te laisse aller. Ben, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que le client vient te voir pour un objectif spécifique. Il vient te voir parce que, exemple, veut être plus musclé, veut perdre du gras. Donc, on doit faire certains exercices pour ce faire. On n'a pas le choix de faire certains exercices pour ce faire, pour arriver. On doit faire une progression. Sinon, on va prendre Y un a-tu des plateau exercices aussi. qui sont des must, justement, là, tu sais, parce qu'il y a toujours eu cette culture-là en bodybuilding, puis ça change aussi avec les années. Mais tu sais, tu regardes les années 70, tu sais, je veux dire, Arnold qui avait aucunement le physique d'un gars pour faire des squats, ben, je veux dire, tout le monde faisait des squats. Ouais. À tort ou à raison, là, tu sais, comme je connais pas assez ça. Mais je veux dire, t'étais pas un homme si tu faisais pas des squats, là, tu sais, puis même s'il y avait le dos qui penchait en avant dans Pumping Iron, il en fait pareil. On le voit qu'il fait tu sais, il fait des squats, là. Y a-tu des exercices comme je ne veux pas t'arrêter dans ta réponse, mais si tu veux l'inclure. C'est ça. Ben, pour répondre, je vais répondre tout de suite, dans le sens qu'il n'y a pas d'exercice qui est un must, parce que ça dépend de ce que tu veux faire avec. Si on parle d'hypertrophie spécifiquement, il y a des exercices que, selon moi, on doit mettre l'emphase. Donc, ça prend des exercices qui sont stables parce qu'on va recruter plus de motrices. On peut aller chercher des exercices plus unilatérales. Encore là, c'est une question d'unité motrice parce qu'il y a moins de muscles impliqués. Puis d'aller chercher des exercices justement qui ont moins d'articulation impliquée parce qu'on est capable de mettre plus d'efforts ciblés. Donc, c'est toutes des choses qui vont être bénéfiques pour l'hypertrophie. Et donc, c'est tous des critères aussi d'une machine. OK. Si on prend un poids libre, ben c'est très instable et à un moment donné, on va avoir une limitation en termes de progression. Fait que chez les débutants, c'est bien correct, puis je le recommande. Puis c'est comme ça que je commence les débutants souvent. On va commencer avec des exercices plus instables, de sorte qu'ils maîtrisent la base d'entraînement avec les poids libres, tout ça. De toute façon, c'est plus accessible souvent. Plus on est avancé, plus je fais une progression vers des exercices qui sont plus stables. C'est un peu à l'inverse de ce qu'on peut penser avant, parce qu'on se dit les débutants, il est moins bon à faire. Oh, ouais. Mais justement, il est moins bon à le faire, il faut qu'on va y apprendre. Puis de toute façon, étant donné que dans son quotidien, il n'utilise pas de fil musculaire, le seul petit stimuli supplémentaire va avoir un gain en masse musculaire. Donc, il n'y a pas besoin de commencer avec l'exercice le plus stable possible. Il a besoin de finir avec l'exercice le plus stable possible dans son parcours d'entraînement, finalement, pour ne pas prendre de plateau. T'sais. Fait que c'est un peu l'idée en arrière. Puis, en hypertrophie, quelque chose qui est stable, les machines, j'aime beaucoup à cause de ça. Fait qu'on pourrait penser à toutes sortes de machines qui existent. Mais toutes les machines qui étaient stables, qui vont cibler le muscle le plus possible, qui réduit le nombre d'articulations en jeu, va être le mieux pour l'hypertrophie. Quand même temps de performance, ça, c'est tout un autre Ouais, paire de on manches, s'entend. puis je Là, suis ouais, peut-être pas le ouais. meilleur pour l'expliquer. Je pense que Gab serait meilleur que nous pour, pour en parler. Mais je pense que la performance va vraiment être spécifique dans le geste à un certain point sportif et dans l'augmentation aussi des performances en soi. Fait que, après, ça dépend de l'athlète, ça dépend de toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a un certain range de mouvements qu'on veut améliorer ou pas? Donc là, c'est plus complexe. Mais l'hypertrophie, ça prend vraiment comme quelque chose de plus stable si on veut potentialiser l'hypertrophie à un certain point chez les avancés. Chez les débutants, peu importe ce qu'on fait, on va progresser tant qu'on met un effort suffisant puis qu'on progresse l'effort dans le temps. Donc, l'idée qu'il faut que ça brûle finalement dans un endroit spécifique, puis que tu n'aies pas à te badrer si pendant que ça brûle, tu vas peut-être tomber, justement. Là. C'est ça, il faut vraiment écarter ça parce que c'est en augmentation de la prestation d'effort qui va nuire au recrutement motrice puis à la tension musculaire. Je vais donner un exemple, si on fait du squat, Oui, OK? Puis mettons, tu es hip dominant, OK? oui, Fait que tu squats, les fesses reculent, puis les genoux qui vont moins vers les orteils. exact, oui, OK? Puis là, on se dit, OK, mais pour aller chercher plus tes quads, on va surélever les talons. oui. OK? Puis j'ai dit ça plusieurs fois. Puis aujourd'hui, j'ai sorti un peu de cet horizon-là, dans le sens que aussitôt que ça va devenir difficile pour le corps de créer le mouvement à partir du quad, il va shifter dans son bassin De automatiquement. toute façon. De toute façon. Oui. Parce que c'est là qu'il y a de la facilité, puis c'est là que ça coûte le moins cher en termes d'énergie. Même si l'intention, c'était d'aller chercher les quadriceps. Exact. Je comprends. Parce que ton intention est volontaire, Ouais. même titre ton effort. Tu sais. Fait que si tu mets une intention sur un mouvement, puis tu essaies de forcer au maximum de tes capacités, ça ne fonctionne pas. Tu vas finir par. C'est un ou l'autre. Il y a un certain moment donné, tu peux faire les deux, mais pas à l'échelle maximale. Tu sais, c'est comme essaie de te concentrer, puis de faire un effort maximal en même temps. C'est une double tâche. Puis on sait que faire une double tâche, ça divise la drive neurale finalement. Tu sais. Fait que c'est un peu ça que si on veut progresser en temps d'hypertrophie, il faut vraiment arriver à quelque chose qui est plus
stable comme des machines, qui est plus uniarticulaire en soi à ce niveau-là. Ouais. Donc, Phil Heath n'est pas plus large que Ronnie Coleman, dans le fond. J'ai pas vu Ronnie Coleman en vrai. J'ai vu Phil Heath, par exemple. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'il nous a donné des conseils, puis c'est parfait. Il nous a suivi plus de dos, là, fait du bent over row, puis c'est toutes des affaires qui font un peu dans l'encontre de la physiologie. T'es penché vers l'avant, faut que tu te tiennes avec le lombaire, t'es instable, donc il faut que tu crées un effort en plus de ça. T'es bien mieux de juste faire un row avec le chest supported. Il n'a pas fait les cours avec Étienne Asselin, lui, dans le fond. Pas encore, c'est ça. Peut-être que ça s'en vient. Mais tu sais, en bodybuilding, tu en as quand même qui sont super pointus dans la biomécanique. Ouais. Je pense à Ben Peklowski. C'est ça, Peklowski? Peklowski, ouais. Peklowski, oui. Sûrement que lui-même a de la misère à prononcer son nom. Peut-être que même il se trompe des fois quand il l'écrit. Mais tu sais, comme ce gars-là, ce que je comprends, c'est qu'il est vraiment super pointu justement dans l'application de la biomécanique pour le recrutement. Mais l'idée des machines, tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, tout le monde le sait, là, on regarde les bodybuilders un peu plus, les vieux de la vieille. Puis tu sais, oui, OK, évidemment, il y a le Franco Colombo, tu sais, qui me vient en tête, qui était aussi homme fort, powerlifter. Donc ça existe comme plus, si je comprends. Là. Tout le monde a ses machines pour être le plus volumineux possible. C'est la tendance que j'ai vue dans le haut niveau, mais même, tu sais, finalement, pour tout le monde, comme tu dis, c'est un peu ça la tendance, si je comprends. Là. Ouais, ben, tu sais, côté physiologie, ça fait du sens. Sur les études aussi, juste au niveau des muscles stabilisateurs, là, le fameux mythe des muscles stabilisateurs, que c'est mieux d'avoir des poids libres pour stabiliser tout ça. On a vu qu'avec les machines, ça donne la même chose parce que un muscle stabilisateur, c'est juste un muscle qui retient l'articulation pour qu'il reste en place. Finalement. Peu importe le contexte. Si je produis une force avec mon chest, par exemple, il faut que mes muscles en arrière se têtent encore plus pour retenir l'articulation en place. Fait que si tu utilises une machine à un poids libre, ça revient au même. Puis je pense qu'avec de plus en plus, on voit un changement. Mais après ça, les personnes qui sont immenses sont juste immenses parce qu'elles sont immenses. Ouais. Tu regardes Philippe quand il avait genre 16 ans, il est plus gros que tout le monde. Déjà passe. Il a sa 4 Pro naturelle. Aujourd'hui, le monde il se tue quasiment à avoir une 4 Pro dans le bodybuilding. Fait que c'est juste comme on est un peu désillusionné à savoir comment on fait pour progresser. C'est quoi une bonne progression? À savoir qu'il y a des gens qui progressent comme ça, mais c'est une poignée de personnes, puis sont déjà immenses pour de vrai. Puis après ça, c'est une question que, peu importe ce que tu fais en entraînement, tu vas avoir des résultats à un certain point. Oui. Le but de l'entraînement, c'est ça, peu importe, aussitôt que tu t'entraînes en musculation, ben, tu vas stimuler ton muscle, fait que tu vas avoir des progrès. Le but, c'est est-ce que tu vas chercher 5% de progression, 8%, 13%? C'est à peu près ça. Fait que c'est là le débat, tu sais. Fait que, c'est des micro-pourcentages d'augmentation par rapport à une technique ou à une autre. Mais après ça, c'est une question de comment je peux faire ça, comment je peux continuer à progresser après 20 ans, après 30 ans, puis continuer à perdurer dans le temps. Puis, tu sais, moi, je pense qu'une des solutions, justement, c'est. Puis, qu'est-ce que je vois, c'est que les gens, à un certain point dans l'entraînement, ils finissent par se blesser et ils se blessent tout d'un coup tout le temps du même bord. Oui. Puis eux-mêmes le savent de quel bord ils vont se blesser si jamais ils ont à se blesser. Là. Puis, moi, je me suis tout le temps. Tu es sur une machine en train de faire un hack squat, puis tu te pètes le genou à droite, mais pas à gauche. Il y a une forte chance qu'il y ait quelque chose au niveau postural, surtout quand tes pieds sont fixes, ton dos est fixe. Il y a un débalancement quelque part. Donc, je pense que si tu veux perdurer à long terme, on se doit, en tant que coach, d'avoir les outils nécessaires pour justement corriger ça avec nos clients. Puis pour revenir à ta question de tantôt, où si tu me parlais finalement, c'est quoi les outils que le coach peut mettre en place avec la posturo? Comment on fait pour entreprendre finalement un client en lien avec la posturo puis l'entraînement? Ben, tu sais, comme je disais un peu plus tôt, le client vient voir pour un objectif qui veut prendre la masse ou perdre du gras. On doit respecter ça, puis il y a des étapes à suivre importantes pour y arriver. Le client ne paye pas pour être plus droit, il paye pour atteindre un objectif. Le rôle du coach, c'est de coacher, d'augmenter les compétences au client, d'augmenter l'autonomie au client, de sorte qu'il atteigne ses résultats. Donc, après ça, nous autres, les coachs, il faut mettre en place certains outils et un plan de match. Et un outil qu'on peut utiliser, c'est la posturo pour justement augmenter la tolérance puis augmenter la longévité dans le sport au client pour qu'on ait tout le temps du monde dans l'entraînement pour qu'il atteigne son objectif et que ce soit plus facile pour lui. Le but du coach, c'est de faciliter le travail du client pour qu'il atteigne son objectif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, évidemment, c'est comme, oui, on peut analyser en tant que biomécanique de, OK, on va regarder ta mobilité, on va regarder les leviers qu'on peut changer, mais la réalité, c'est que la majorité des gens s'entraînent dans un gym commercial. Ils n'ont pas nécessairement tout l'équipement qu'on a besoin. Tu arrives, il faut une machine et quelqu'un dessus. Fait que ça commence à être compliqué. C'est ça le problème avec les machines, là.
Tout le monde est Exact. toujours ces machines. Là. Exact. Hey, tu Puis veux ça fait faire un compliqué. giant set avec 4 machines, là? À moins de t'entraîner à 3 heures du matin puis de rentrer dans un gym quasiment de façon illégale, là, tu les auras jamais tes 4 machines pour ton giant Tu set. veux Là, tu deux sais, c'est de la poulies. fantaisie. Là. Exact. Fait que, bon, ça fait que c'est pour ça qu'il faut prendre plus de temps de repos, comme ça, c'est Ouais, plus oui. facile. Pour aller sur C'est Twitter, ça. il me semble que c'est évident, tout ça. C'est ça. Faut juste pas que tu restes assis sur la machine. Mais ça, Non, parce que là, t'apprends pour quelqu'un d'autre. Non, mais tu sais, je leur laisse au moins la place pendant que je fais mon scrolling. Exact. C'est le respect des autres. Exact. Puis ça fait un roulement. Fait que, Oui, oui. tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Ça fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que Ronnie Coleman, moi, il faut que je revienne à ça parce que je suis un peu traumatisé. Là. Ronnie Coleman, est-ce qu'il aurait été plus musclé s'il n'avait pas eu une approche, tu sais, plus justement powerlifting? S'il avait plus mis d'emphase sur, par exemple, j'ai de la misère à le dire, là, parce que sûrement que lui-même, s'il m'entendait, il serait fâché, mais sur des machines. Est-ce qu'il aurait été plus gros? Ben, peut-être moins blessé. Oui. Mais, Il a été très blessé, c'est vrai. c'est ça. Ben, plus gros, tu sais, je sais pas. Tu sais, après ça, c'est tellement une question tu sais, de génétique, d'habitude de vie, etc. Mais exemple, les deux cas, c'est pareil. Puis on isole toutes les variables. Puis on fait juste changer une variable des deux. Ouais. Oui, je pense qu'il aurait été plus gros s'il aurait utilisé plus de machines. C'est qu'est-ce que la physiologie nous montre. Oh, Après ouais. ça reste là, tu sais. Mais il faut juste prendre ces concepts-là, puis après ça, on peut les appliquer parce que c'est quand même des concepts assez solides dans le sens que, ben, en fond, tout le monde connaît, tu sais, du canon dans un canot, tu vois ça quelqu'un, ben, c'est un peu la même chose en une hypertrophie, tu sais, puis en entraînement. Parce que Dorian Yates, quand j'y pense, faisait, lui, je pense, un bon mélange, hein, si je me trompe pas. Tu sais, il me semble que j'ai vu pas mal de vidéos de lui sur le bench en incline, mais tu sais, il y avait aussi, là, il utilisait la fameuse machine Nautilus là, pour les grands dorsaux. Tu sais, il semblait avoir peut-être un peu plus une approche hybride, à la limite. Là. Tu sais, tandis que Phil Heath a toujours eu la réputation d'un gars que, ben, toucherait jamais un squat parce que, entre autres, il le disait, j'ai pas besoin, puis il avait bien raison. Là. Je veux dire, il a fait ses preuves sans faire de squat puis sans faire de, tu sais, de deadlift. Là. Mais tu sais, il se l'est un peu toujours aussi fait reprocher par les vieux de la vieille qui se disaient, ben, moi, ce que je me dis, c'est ça, c'est au-delà du fait que finalement, tout le monde fait ses choix, si on avait le moyen de mettre tout ce monde-là drette, après ça, je me dis, ça leur donnerait juste plus d'options, tu sais, à savoir, tu sais, comme au niveau de l'entraînement, la variété des stimuli, ça peut être important. C'est aussi, j'imagine, dans l'hypertrophie, là, tu sais, de dire, OK, les machines, peut-être que tu gagnes plus d'hypertrophie, mais une fois de temps en temps, justement, pour un peu comme aller créer un stimulus qui est différent, de dire, regarde, il faut que tu te débrouilles avec un squat, là, un peu comme on faisait en 1950, là, puis... Exact. Ben, c'est là que je trouve assez puissant le posturo pour vrai, parce que on sait que d'augmenter la stabilité, ça va aider sur le recrutement des fibres musculaires lors d'un exercice qui est stable. OK? Fait que ça, on le sait, c'était démontré avec le squat et le leg extension. Ils ont fait du squat pendant une couple de semaines, on fait du leg extension, puis on vit que les gens qui faisaient du squat augmentaient le recrutement sur le leg extension dû à l'instabilité du squat. Donc, si c'est transférable, ben imagine que si on n'a pas besoin de faire du squat, on fait juste des machines, mais on gagne la stabilité à travers le posturo. Imagine les progressions. Puis ça a été démontré aussi, il y a des études qui ont été faites sur la proprioception. Donc, un entraînement proprioceptif avant de faire l'entraînement potentialise les gains en hypertrophie et en performance, puis l'activation d'une unité motrice versus faire un entraînement avant puis faire un entraînement proprioceptif après. Donc, le fait de s'entraîner en proprioception avant de faire un entraînement augmente les performances. Ouais, l'étude que tu m'as envoyée la semaine dernière, en fait, là, dont tu me parlais. Là. Ouais, c'est ça, je pense que c'est celle-là que je t'ai envoyé. Ouais, C'est ça. exact. C'est quand même cool. Puis pour vrai, il y en a une couple, à peu près du même format, mais c'est assez impressionnant de voir ça. Puis après ça, tous les mécanismes de la fatigue qu'on a parlé qui impactent la performance, qui impactent l'hypertrophie à long terme. Puis en plus, le fait que, justement, comme tu l'as mentionné, ça me donne plus de choix au gym. C'est-à-dire que si on est plus stable, ça veut dire que je peux garder mon squat peut-être un peu plus longtemps pour faire progresser la personne au niveau musculaire. Peut-être qu'elle n'a pas besoin d'aussitôt, rapidement, des machines pour progresser. Fait qu'à place de peut-être d'étudier des machines après 5 ans, seulement des machines pour progresser, peut-être que ça va peut-être prendre 7 ans, peut-être prendre 8 ans, ou, on ne sait pas, mais ça va sûrement augmenter la durée de temps que je vais avoir des progrès avec des exercices qui sont normalement plus instables. Mais étant donné que la personne est plus stable elle-même, elle peut progresser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus longtemps finalement. T'sais. Imagine, tu start day one, droit, stable, tu es capable de produire de la force. C'est sûr que tu as un avantage sur tout en entraînement.
Un dans peu tous les aspects. comme ceux qui font leur cours de posturologie à 14 ans. Non, t'avais 17, t'avais 17. Ils ont un avantage sur Écoute, les autres parce que, ben, à 25, ça fait déjà 8 ans, 7-8 ans qu'ils baignent là-dedans, puis ils ont juste 25 ans. Donc, ça a peut-être un rapport avec capacité d'attention, je sais pas. il faut penser que oui. Il Il faut faut penser que penser oui. que oui. Mon ami Antoine, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois, et où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ben, je vais beaucoup développer justement le côté posturaux. Fait que je vais mettre ça de l'avant aussi parce que c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai un peu perdu à travers l'entraînement dans les dernières années. Donc, je vais mettre ça de l'avant au maximum. Je veux vraiment retrouver une clientèle, puis je veux faire le pont entre l'hypertrophie et la posturologie pour qu'on puisse potentialiser l'hypertrophie parce que, pour vrai, il y a tellement de gros avantages là-dessus. Puis la posturo, c'est tellement un outil que tout- pour l'investissement que ça te coûte en termes de temps, Ouais. euh, c'est ridicule. Les bénéfices, ouais. C'est 5 minutes pour tant de bénéfices. Pour vrai, comme ça coûterait 1 million, je le ferais. Là, Ouais. Quand on reconnaît les bénéfices potentiels, puis qu'on demande, parce que pour ceux qui ne le savent pas en posturologie, on demande aux gens de faire 3 choses. La première chose, c'est de porter une semelle qui active le cerveau pour créer de l'équilibre, qu'on ressent même plus sous les pieds quand ça fait 5 minutes qu'on la porte. Donc, la deuxième chose qu'on demande, c'est de faire 3-4 exercices qui durent 5 minutes par jour pour activer les connexions entre le cerveau et les muscles. Puis la troisième chose, ben, c'est de faire un suivi avec son posturologue pour s'assurer qu'on progresse, puis se faire suggérer de nouveaux exercices progressivement pour progresser progressivement. Puis c'est ce qui fait que c'est vraiment un processus qui est complètement emballant parce qu'en fait, à toutes les 6 semaines, on est de mieux en mieux. Donc, ça, c'est motivant pour nous, c'est motivant pour le posturologue. Puis dans l'objectif qu'on a, justement, tu en parles depuis le début de l'entretien, mais tu sais, que ce soit perte de gras, gain de force, gain de masse, ou comme disait Charles Poliquin à l'époque, un gros fort cut. Si on veut un mélange des trois, ben en quelque part, on est mieux servi quand on est équilibré, puis on a plus de fun à le faire, puis on a moins peur de se blesser. Mon cher Antoine, ça va être un plaisir de continuer à travailler avec toi pour développer la posturologie, puis tous les projets que tu as en tête, comme on fait depuis toujours. Puis merci beaucoup d'avoir été l'invité du podcast aujourd'hui. C'est toi, Matt. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Donc, oui, il faut absolument aller voir ce qu'Antoine fait. Antoine fait des choses incroyables depuis qu'il a 4 ans, mais entre autres depuis qu'il a 17 ans en posturologie. Et ceci étant dit, nous, on va se revoir très bientôt pour le prochain épisode du podcast Posturologie. À bientôt tout le monde.